Bonjour à tous et bienvenue à la dernière édition de Droit de réponse de l'année 2017. Et pour le compte de cette année, une dernière fois, avec nos invités, on va revenir sur les sujets qui ont fait l'actualité tout au long de la semaine. Occasion de reparler de l'opportunité d'une intervention internationale dans le cadre de la résolution de la crise anglophone, notamment avec la visite en territoire camerounais du secrétaire général du Commonwealth. Au cours de cette semaine, on parlera également du fameux don d'ordinateurs promis aux étudiants, avec l'annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur cette semaine de l'arrivée de 2 contingents de 40 000 ordinateurs chacun, mais à peine l'annonce faite que déjà la polémique grossit. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, on accueille Flavien Ndongo pour la revue de la presse. Bonjour Flavien. Bonjour Kate et joyeux Noël à tous les invités. Joyeux Noël à vous. Merci. Nous vous écoutons. Très bien. Alors, nous commençons par le premier sujet, comme vous le savez, vous l'avez évoqué, parlant notamment de la crise anglophone et avec l'arrivée de la secrétaire générale du Commonwealth. On se souvient déjà que Cameroun Tribune, c'est qui s'est intéressé à ce sujet. Ça annonçait bien sûr l'arrivée au Cameroun de la secrétaire générale du Commonwealth, selon bien entendu le quotidien gouvernemental. C'est une invitation, c'est sur invitation du gouvernement camerounais que la secrétaire générale est venue donc dans le pays de Paul Biya pour vivre en réalité les véritables sujets qui sous-tendent d'ailleurs l'actualité que l'on maîtrise aujourd'hui, la crise anglophone qui secoue le Cameroun. Le quotidien bilingue souligne que le dialogue est resté donc la formule utilisée par Patricia Scotland lors de ses rencontres avec les autorités civile, alors que le messager spécule encore sur l'éventualité d'une rencontre entre Paul Biya et Nigel Frondi pour discuter de la crise anglophone et même des questions politiques, et telles que relèvent d'ailleurs certains parlementaires et d'IF. Le messager ajoute que la visite de travail de Patricia Scotland n'a pas respecté ses prévisions. Elle a d'ailleurs souhaité visiter les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La Nouvelle Expression, pour sa part, fait savoir que malgré notamment toutes les difficultés rencontré durant son séjour, la secrétaire générale du Commonwealth a réussi à arracher au forceps donc une descente dans la région du sud-ouest. Le journal du Carrefour Equinox à Douala rappelle bien entendu que c'est le dialogue sincère et franc qui a été donc prescrit aux autorités camerounaises et avec notamment les acteurs sérieux pour une éventuelle sortie de crise. Une sorte donc de leçon de dialogue que le Commonwealth est donc venu enseigner aux autorités camerounaises. Voilà comment est-ce que la presse a traité en tout cas de ce premier sujet qui est donc à l'ordre du jour de ce rendez-vous dominical. Le second sujet, vous l'avez évoqué également, on parle des ordinateurs, des dons d'ordinateurs du chef de l'État. Le journal Intégration a d'ailleurs mis à sa une cette semaine que ce don d'ordinateurs et aux étudiants camerounais était donc un mensonge d'État et même une sorte de clientélisme sur un projet chinois qui a d'ailleurs été annoncé à plusieurs reprises par le ministre de l'Enseignement supérieur. D'ailleurs, le journal, qui ne se limite pas qu'à ça, souligne qu'il y a bien d'autres faits. Et bien entendu, c'est un véritable scandale initié singulièrement par Jacques Famendongo et ses petits copains qui non seulement ont sali l'image du chef de l'État, mais aussi se sont d'ailleurs bourrés les poches avec les commissions de l'emprunt de 75 milliards de francs CFA pour 500 000 ordinateurs chinois. Pour la Nouvelle Expression, ces ordinateurs dont l'arrivée a été donc tout au moins annoncée, et on a d'ailleurs pu observer disponible. La première vague de 40 000 a été donc accueillie à l'aéroport en Père Noël, selon bien sûr le journal, par le ministre Jacques Famendongo, qui a expliqué, et selon bien sûr le journal, que PB mentionné sur ces ordinateurs signifie Paul Biya. Pour les observateurs rencontrés par le journal, la créature des créateurs vient donc de sauver sa tête, tout au moins en recevant donc ces 40 000 fois 2, ça fait 80 000 ordinateurs, bien plus que les 75 milliards de francs CFA empruntés pour les ordinateurs aurait donc servi, en tout cas pouvait servir à la construction d'une usine de montage de ces appareils et réduire donc non seulement le taux de chômage élevé au Cameroun, mais aussi à permettre donc au Cameroun d'avoir une image aussi importante. Très bien, merci à vous Flavien pour ces détails que vous nous avez donnés sur ce plateau. Ça nous permet justement d'avoir un bref aperçu de ce qui a été dit dans la presse concernant nos deux sujets tout au long de la semaine. On vous donne rendez-vous en 2018.
Bien entendu. Occasion pour nous à présent de vous présenter, de vous dévoiler le panel qui a bien voulu répondre présent à cette édition de Droit de réponse. On va commencer par l'unique femme de ce panel. Elle est avocate, mais elle est également militante du MRC, précision faite. Elle est secrétaire de la fédération départementale du MRC Douala 1er. Il s'agit bien évidemment de Maître Michel Ndoki. Bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Je voudrais corriger. Je ne suis pas avocat, je suis avocat stagiaire. Voilà, je tiens toujours à le préciser. Il faut mériter ces titres et je crois que je n'ai pas encore fait tout ce qu'il fallait pour mériter le titre d'avocat. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Merci beaucoup à vous aussi et à tous les panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs. À votre suite, j'aimerais introduire un invité masculin cette fois-là. Il est militant du RDPC, mais il est également enseignant avec Luther Meka. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de participer à cette émission, qui est certainement la dernière de 2017. Merci de me faire cet honneur. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission. Comme d'accoutumé, nous avons aussi sur ce plateau un journaliste et pour cette semaine, on a décidé de faire venir Paul Joël Kamchan. Il est, nous dit-il, data journaliste. Bonjour, bienvenue. Bonjour Kate, merci pour l'invitation. J'ose croire que c'est une coïncidence parce que nous sommes quand même à la veille de Noël et en même temps, c'est, je crois, la dernière semaine de l'année 2017. Effectivement, comme vous l'avez dit, journaliste, je suis data journaliste en cours de spécialisation, ça il faudrait le préciser, mais déjà, avant cette spécialisation, je manipulais déjà les données, je les scrapais quand il fallait, pour justement bâtir et offrir l'information irréfutable à nos lecteurs. D'accord, la précision en valait la peine. Et enfin, le dernier invité, mais pas des moindres, il s'agit d'un homme politique, il est conseiller municipal pour le SDF à la mairie de Douala 1er. Il s'agit de Célestin Djamène. Bienvenue et bonjour. Bonjour Kate, bonjour à tous vos téléspectateurs. J'aime bien l'expression pas des moindres. Je voulais déjà saluer donc effectivement tout le monde, mais surtout m'excuser auprès des téléspectateurs pour ce port de lunettes. J'espère que ce n'est pas une attaque asymétrique de mes adversaires. En tout cas, j'espère que le débat sera à la hauteur et je suis ravi d'être là aujourd'hui. On comprend tout de même qu'il s'agit du changement de saison qui a eu beaucoup d'effets, ou alors un peu d'effets sur vous. Oh, mais bon, possible, cela ne vous empêchera pas de faire des analyses. Bien entendu, bien sûr, ce n'est pas mon cerveau qui a touché. Et on va rentrer dans le premier sujet de cette édition. Il s'agit bien évidemment de l'opportunité d'une intervention. On a notamment assisté cette semaine à l'arrivée de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, en territoire camerounais, une visite quand même au cours de laquelle on a pu s'apercevoir de ce que son programme initial a été changé vers la fin pour pouvoir lui permettre à Patricia Scotland de faire une visite du côté du sud-ouest. Et la première question, je la pose à l'unique femme de ce panel. Bien évidemment, vous avez suivi de bout en bout certainement cette visite de Patricia Scotland. Quelle est de façon sommaire vraiment l'analyse ou la lecture que vous pouvez en faire? Ce que nous pouvons en dire, c'est qu'il est appréciable que le Commonwealth s'intéresse, que quelqu'un, le représentant du Commonwealth s'intéresse à la situation de notre pays, qui est une situation, pour dire le moins, préoccupante. Il est appréciable qu'au cours de sa visite, la secrétaire générale ait eu à cœur de rencontrer le plus grand nombre possible des parties impliquées dans l'une des crises, parce qu'il y en a plusieurs qui secouent le pays, mais celle qui, je suppose, pourrait intéresser le plus le Commonwealth en tant qu'institution. Nous espérons que, grâce à ces bons offices, nous allons enfin engager le dialogue qui nous est obstinément refusé, avec les conséquences que nous savons. Maintenant, nous n'avons pas de doute sur le fait qu'il s'agit avant tout d'un problème camerounais et qu'il va falloir que les Camerounais le résolvent. D'accord. À votre suite, j'aimerais bien vous poser cette question, Célestin Djamène. Cette visite de Patricia Scotland a fait miroiter à beaucoup d'observateurs la possibilité d'une médiation
l'écran, vous êtes de cet avis. Vous pensez qu'il va falloir à un moment donné donner la possibilité à des personnes qui n'ont rien à voir avec la crise, qui n'appartiennent à aucun parti, d'intervenir dans cette crise-là pour tenter de la résoudre? Bien, je crois qu'il faut distinguer les choses. Madame Patricia Scotland est secrétaire générale de Commonwealth et le Cameroun est membre de cette organisation. Depuis 1995. Donc, depuis effectivement 1995. Elle est donc parfaitement dans son rôle de venir sillonner un pays confronté, un pays État membre, confronté à des problèmes gravissimes. Donc je crois que Madame Scotland est parfaitement dans son rôle. Maintenant, est-ce qu'elle est venue pour jouer les bons offices? Je n'en sais rien. Je ne pense pas que, en tout cas pour l'instant, qu'elle soit venue en tant que médiatrice. Parce qu'en vérité, même dans un couple, quand il y a un problème, on ne va pas voir directement le voisin. Le couple essaie de se chamailler, de s'arranger entre eux. Et puis ensuite, quand ça va pas, on peut solliciter l'extérieur. Mais je pense qu'au niveau actuel, il y a quand même des responsabilités qu'il faut dégager. Monsieur le Président de la République n'a pas cru devoir, il y a maintenant plus d'un an, aller écouter les lamentations et les revendications des populations mécontentes. Il a préféré plutôt Abidjan, Genève ou New York, parce que apparemment Bouye et Bamenda sont extrêmement éloignés de Mwameka et de Toudi, qui n'a pas pu prendre l'avion pour y arriver. Donc il n'y est pas allé de lui-même et il a envoyé des émissaires pour oui, mais il est quand même président parler. Et l'élu du peuple, je suppose que M. Biya a été élu, je suppose, je mets élu entre guillemets, par le peuple, il a donc un mandat du peuple. Il n'a donc pas à envoyer, n'est-ce pas? D'autant plus que l'article 5 de la Constitution dispose que le président de la République est le garant de l'unité nationale. Cette unité nationale, sauf si vous me le demandez, est totalement bouleversée, mise en cause aujourd'hui. Donc il revient au PM d'aller vers les populations inquiètes pour les écouter tout au moins, même s'il ne parlait pas. Je pense que le fait d'avoir, s'il avait effectué un voyage, ça aurait pu créer un événement. Et en tout cas, amoindrir la velléité des personnes mécontentes, il aurait pu faire quelques promesses, revenir sur Yaoundé. Il n'a pas cru devoir le faire. Donc aujourd'hui, la situation est extrêmement grave, parce qu'en vérité, il y a un an, les armes ne crépitaient pas dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest. Effectivement, aujourd'hui, je crains que le dialogue soit plus possible. Même si en tant qu'homme politique, je continue à croire au dialogue, bien sûr. Le SDA, pour ce qui me concerne, pour ce qui nous concerne, avait demandé à plusieurs reprises, n'est-ce pas, dans ses résolutions d'ailleurs, c'était écrit un dialogue inclusif. Au départ, nous demandions une conférence constitutionnelle. Ensuite, nous avons demandé à corps et à cri un dialogue inclusif. Monsieur Biya a continué de faire la carpe et le sourd. Nous en sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des milliards qu'on va dépenser. Je dis bien des milliards. On a déjà un front dans l'extrême nord. On a un front à Bakassi parce qu'il faut mobiliser nos forces maritimes à Bakassi, c'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on a, je dirais, presque volontairement un front dans le sud-ouest. Et c'est beaucoup d'argent. Cet argent aurait pu servir à beaucoup de choses. Je vous remercie. Et c'est extrêmement grave qu'un président de la République ne puisse pas prendre la mesure des choses. Je vous remercie pour cette première prise de parole. On va vous interroger également sur la question, Joël Kamtchan. On a aujourd'hui, quand même, sur ce plateau, Célestin Djamel qui estime que le président de la République aurait pu descendre. Mais d'aucuns vous diraient que le président a effectivement envoyé des émissaires de ce côté, mais de voir le président de la République lui-même descendre, est-ce que cela ne donne pas une certaine légitimité à ces sécessionnistes? Bah écoutez, vous savez que Célestin Djamel n'invente pas le fil à couper le beurre. Ce qu'il dit est d'autant plus vrai que même sur le terrain, je crois que c'était l'une des revendications, même si ça faisait pas partie des revendications officielles. Les émissaires de M. Biya ont essuyé sur le terrain. Il était temps pour M. Biya d'aller lui-même les écouter. Mais je voudrais bien comprendre pourquoi c'est si dur pour M. Biya qui dispose de tous les moyens pour se rendre dans ces régions et aller écouter ces partis. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et que finalement c'est le Commonwealth qui nous donne l'occasion là de pouvoir entamer les prémices, parce qu'il faut bien sûr préciser que c'est pas le dialogue, mais elle est en train de baliser la voie au dialogue. Justement, parce elle a rencontré beaucoup de leaders de la politique, Nidjon Foudi, Dakole Daïsala, pour ne citer que ceux-là. Des leaders que même les émissaires que M. Biya a envoyés dans la partie anglophone n'ont pu rencontrer. Et là, je voudrais déjà rappeler qu'ici, elle a dû rencontrer juste ceux qui sont en interne, parce que ne perdez pas de vue qu'au moins dans cette crise, on a plusieurs acteurs parmi lesquels
lesquels certains sont à l'extérieur et qui voudront bien sûr également faire partie de ces discussions. On a d'ailleurs parlé d'un dialogue inclusif pour justement apporter quelques débuts de solutions. Mais je veux dire, il ne faudrait pas qu'on aille vite en besoin dans le cadre de la visite de Patricia, parce que où elle est venue d'abord écouter les différentes parties et on espère ensuite que le Commonwealth pourrait adresser de nouvelles méthodes au Cameroun, de nouvelles approches pour justement permettre de résoudre cette crise. Je me réjouis de la qualité des personnes qu'elle a rencontrées. Ça a permis au moins qu'elle ait quand même les éléments probants, les éléments les plus pertinents pour d'abord analyser la crise, pour la comprendre et ensuite envisager quelques pistes de solutions. Et il faudrait préciser que le Commonwealth fait partie des organisations internationales, les toutes premières à avoir appelé le Cameroun au dialogue. Et aujourd'hui, on se félicite que l'autorité mandatée du Commonwealth soit venue au Cameroun justement pour écouter les différentes parties prenantes. Mais de dire simplement que cette façon d'être venu, d'avoir consulté les différentes parties, d'avoir été compris, ça il faut vraiment qu'on se le dise, c'est une leçon ou alors un pied de nez adressé à Yaoundé qui, comme vous le savez, lorsque vous théorisez les approches en matière de dialogue, il y a les acteurs, il y a les personnes qu'on rencontre, il y a les acteurs effectivement qu'il faut rencontrer et qui sont susceptibles de vous apporter tous les éclairages nécessaires. C'est que le gouvernement camerounais n'a pas pu faire jusqu'ici. Et vous remarquez avec moi que le contribuable camerounais a dépensé beaucoup d'argent pour que le Cameroun envoie ses caciques à l'extérieur, disent-ils, pour aller chercher certaines solutions, alors qu'à l'intérieur du pays, il y a encore du travail à faire. André Luther-Meka, on est tenté de vous poser la question de savoir que peut réellement le Commonwealth dans la résolution de cette crise. Bien, avant d'arriver à cette question, il faut d'abord dire que le Commonwealth n'est pas une union politique. Le Commonwealth ne soumet pas ses membres à un traité quelconque. Le Commonwealth a des principes, les principes de démocratie, le principe de non-discrimination, le principe de l'équité. Donc, il est tout à fait normal que lorsque nous observons la théorie des champs des relations normales, la théorie internationale, on ne voit pas s'il y a eu un problème hostile ou un problème de guerre entre le Commonwealth et le Cameroun. Cela participe des relations normales entre les membres, entre le fait que, n'est-ce pas, Madame Patricia Scotland vienne au Cameroun. Et il faut le dire, c'est particulièrement sous la demande, n'est-ce pas, l'autorisation du chef de l'État qu'elle est venue. Et c'est sous cette autorisation du chef de l'État qu'elle a particulièrement fait ces visites. Donc il ne faudrait pas que des gens pensent qu'il s'agit là d'un soufflet donné au pouvoir de Yaoundé. Mais la question politique que vous posez, est-ce qu'il y a un problème sur le plan du dialogue? Je dis peut-être les Camerounais sont amnésiques parce que depuis cette crise, il y a un dialogue permanent. Un dialogue qui a été orchestré d'abord par le directeur du cabinet du Premier ministre, un dialogue qui a été orchestré par le ministre des Enseignements secondaires qui a reçu les parents d'élèves, qui a reçu les chefs, un dialogue qui a été orchestré dans les syndicats avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Et au Cameroun, il faudrait qu'on ait, n'est-ce pas, la culture de la délégation du pouvoir. Un dialogue qui a été supervisé par le Premier ministre. Je ne sais pas s'il faille automatiquement que le président Biya soit un omniprésent dans, n'est-ce pas, des débats qui peuvent être discutés dans des compartiments techniques. Mais on parle là d'un problème grave quand même qui engage la sécurité, l'unité d'un pays. Est-ce que seulement pour ça, le président de la République ne pourrait pas faire comme les autres présidents du monde, se déplacer pour venir à la source même de ce problème et essayer de le résoudre? Je suis en train de vous dire qu'il y a ce qu'on appelle la délégation du pouvoir, il y a ce qu'on appelle un démembrement du pouvoir. Et ce ne sont pas des moindres personnalités qui se sont déplacées. Et il faudrait donc, au regard, n'est-ce pas, de cette discussion, il y a un débat qui se pose. On va discuter avec le président sur quel objet, parce que nous savons déjà l'objet qui est, n'est-ce pas, qui va être imposé par, n'est-ce pas, le nord-ouest et le sud-ouest, qui est notamment le fédéralisme. Et le président Biya, peut-être que lorsqu'il parle, vous n'écoutez pas, il dit que l'objet du fédéralisme est non discutable. C'est un pays uni, indivisible, qui est sur la décentralisation. Donc, il est tout à fait normal que dans la coopération du Commonwealth, qu'elle vienne, qu'elle puisse, n'est-ce pas, en tant que
structures qui supervisent, essayer de comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a reçu par un donné à cette dame. Elle est pratiquement avenante, très affable, toujours souriante. Donc, il n'y a pas un problème de guerre là-dessus. Je crois que c'est une instance qui se préoccupe certainement, n'est-ce pas, du bien-être. D'ailleurs, c'est même ce que veut dire Commonwealth, le bien-être commun de ses membres, et essaie d'apporter sa contribution à un continuum, à un dialogue qui a commencé et qui continue toujours à être permanent. D'accord, je vous remercie. Maître Ndoki, est-ce que vous pensez exactement comme André Luther Meka finalement que le Commonwealth, du moins Patricia Scotland est arrivée avec ses grands sourires, surtout quand on sait que derrière ces sourires diplomatiques, elle a bataillé presque dur avec les autorités pour pouvoir obtenir la visite dans le sud-ouest Cameroun? Nous pensons que la question n'est pas de savoir si elle sourit, si elle ne sourit pas, et que c'est faire bien peu de cas des Camerounais qui sont tués régulièrement, que de réduire la visite du secrétaire général du Commonwealth à un ballet diplomatique et d'en retenir le fait qu'elle avait une attitude avenante ou pas avenante vis-à-vis du président actuel ou vis-à-vis des membres de son gouvernement. Cette conversation, et nous pensons que c'est le problème que pose cette... c'est la raison pour laquelle cette crise n'est pas arrivée à son stade de résolution jusqu'ici. La conversation n'est pas une conversation autour du président actuel. Et ce n'est pas une conversation autour du gouvernement. Par définition, les présidents et les gouvernements passent. Ils n'ont qu'un travail à faire pour maintenir ce qui nous appartient à tous, et c'est-à-dire l'État, le pays, la nation. Et ça ne passe pas. Quand M. Meka dit, quand le président actuel s'exprime, peut-être que vous n'écoutez pas, mais savoir si nous écoutons, parce que je ne sais même pas qui est ce « nous ». S'il s'agit du peuple camerounais, ce n'est pas nous qui devons l'écouter, c'est l'inverse. Il est notre mandataire et il doit faire en sorte que nous soyons satisfaits de la manière dont il exerce le mandat que nous lui avons confié. Et voilà plusieurs années que nous lui expliquons de moins en moins patiemment que nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont il exerce son mandat. Donc c'est à lui d'écouter. Et le sens de la visite qu'on lui suggère, c'est l'humilité qui est requise de la part d'un mandataire pour aller vers ceux de son peuple qui ont exprimé un mécontentement de la manière la plus nette et la plus virulente, leur montrer qu'on les écoute et que peut-être, on mérite encore le mandat qu'ils ont confié directement ou indirectement et qu'on va faire en sorte d'en faire des citoyens satisfaits. L'attitude actuelle n'est pas une attitude viable. Voilà plus d'un an que cela est manifeste. Et plutôt que de nous appesantir sur la nature des émissaires envoyés ici ou là, il faut désormais nous concentrer sur l'efficacité de la méthode qui a été utilisée jusqu'ici. Et cela concerne non seulement le gouvernement, mais les citoyens camerounais. Nous pensons que nous ne sommes pas suffisamment nombreux, nous ne sommes pas suffisamment audibles pour expliquer aux tenants de l'autorité actuelle que la manière dont ce pays est géré n'est pas satisfaisante et que nous voulons vivre en paix et en harmonie partout dans le Cameroun. Et nous pensons qu'il est temps que nous reprenions la parole que nous avons abandonnée peut-être un peu trop rapidement, ou en tout cas très certainement un peu trop longtemps, pour qu'enfin les germes de la refondation de ce pays soient en terre et qu'enfin nous nous mettons à travailler pour avoir le Cameroun que nous méritons. Et parlons de par Sorcium avait écrit à la reine d'Angleterre. Est-ce que la visite de Patricia Scotland aujourd'hui n'est pas à considérer comme une victoire partielle pour ces gens-là? C'est très certainement une reconnaissance. Et là, je voudrais rejoindre Commonwealth, effectivement, n'est pas une organisation comme l'Union européenne, l'ONU. Elle n'accorde pas davantage. C'est avant tout une instance diplomatique. C'est une enfant de la colonisation, c'est vrai, mais c'est avant tout une instance diplomatique. Et l'intérêt de cette instance diplomatique, c'est que les nations qui composent le Commonwealth, qu'il s'agisse des nations qui sont encore sous la couronne britannique ou des autres, des républiques et tout ça, parce qu'il y a des États qui essayent d'entrer dans le Commonwealth, donc ça ne sert pas à rien. Ce sont des nations qui, ensemble, travaillent
au bien-être commun. Et en ce sens, le fait que le secrétaire général du Commonwealth, quand il vient au Cameroun, rencontre non seulement les tenants de l'autorité, les tenants actuels de l'autorité, mais les différents partenaires, et on a cité les partis politiques, on n'a pas cité la société civile, Félix Kongo Agbobala a été reçu. Cela est une indication que la lecture que nous devons avoir de cette affaire, c'est qu'il ne s'agit plus seulement du gouvernement, il ne s'agit plus seulement du président actuel. Il s'agit aujourd'hui d'un problème qui nous concerne tous, et tous nous devons prendre part à cette conversation. Donc pour répondre directement à votre question, oui, je crois que nous commençons à avoir cette reconnaissance extérieure de ce que, en tant que peuple, en tant que nation, nous avons voix au chapitre, et lorsque nous nous exprimons, nous devons être écoutés et entendus. Très bien. J'aimerais prendre la parole. Vous savez, oui, avant ils sont trois. Ce que j'aimerais dire, c'est que... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne fais partie d'aucun parti politique. Ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez dire? S'il vous plaît, une personne à la fois. S'il vous plaît, je voudrais prendre la parole grave sur la gestion du pays. Mais en tant que jeune Camerounais, je voudrais exprimer ici ma désolation. Et je prends les Camerounais à témoin. Nous n'allons pas reprendre la gestion ou la parole de ce pays par le désordre, par les armes. Et vous n'allez pas faire déplacer un chef d'État dans la guerre dans les armes. Alors, il faudrait bien qu'on sache que le dialogue ne se fait pas avec le crépitement des armes. Le dialogue se fait lorsque les esprits se sont reposés, lorsque tout le monde a retrouvé la raison et qu'on puisse entamer un dialogue. L'éloge de la guerre que vous êtes en train de faire, l'éloge du sécessionnisme que vous êtes en train de faire, nous les jeunes Camerounais, on dit ça ne passera pas comme ça. Ça ne passera pas comme ça parce que vous ne pouvez pas, dans un pays où nous étions un exemple de paix, faire l'éloge de la guerre et demander au président de descendre dans la guerre. Ce que je veux dire, c'est que, et vous l'avez bien compris, ce n'est pas un dictat du Commonwealth. Il n'y a aucun traité qui régit les relations entre les membres du Commonwealth et l'instant. Elle est venue tout à fait dans une visite de courtoisie pour, en tant que structure, pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter sa contribution. Ce n'est ni un camouflet, ce n'est ni un soufflet, ce n'est ni un gifle au pouvoir de Yaoundé. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des confusions et que vous abréviez les téléspectateurs d'ignorance. Il n'y a pas une hiérarchisation entre le Commonwealth et les pays membres. Est-ce que le dialogue n'a pas été réclamé dans le cadre de la résolution de cette crise bien avant la radicalisation? Parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que tout de suite on est passé des revendications au crépitement d'armes. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que contrairement à ma jeunesse, nous sommes extrêmement informés. Et vous allez constater que dans le process de la résolution, n'est-ce pas, de cette crise, toutes les revendications corporatistes ont été acceptées. Tout ce qui bien après. On a tapé sur les hommes de loi alors qu'ils étaient en train de revendiquer dans la rue. On a tapé sur des étudiants. On a violenté certaines étudiantes même. Il y a des vidéos qui ont circulé d'ailleurs. Et ce n'est que bien après toutes ces scènes de violence qu'on a eu l'impression qu'on leur donnait ce qu'ils demandaient. Madame, j'aimerais fini par traiter les négociateurs de terroristes avant de changer d'avis sur cette question. Je fais partie des personnes qui ont effectivement, dans mes récentes sorties, posé le problème anglophone en termes, n'est-ce pas, de levier. Le levier sur les... Parce qu'il y a un problème que les gens... Vous ne désolidarisez pas. Vous portez toujours la parole du parti auquel vous appartenez. Non, donc ne commencez pas à glisser en disant je fais partie de... Je dis, je ne suis pas en train de me désolidariser. Je dis, je connais très bien le problème anglophone, autant sur le plan culturel que sur le plan politique. Alors, lorsque, n'est-ce pas, lorsqu'une communauté s'élève et demande un certain nombre d'avantages, ces avantages doivent être discutés. Ce ne sont pas des avantages. Je dis bien, je suis en train de vous dire, quand une communauté ne va pas jouer avec les... Non, le problème c'est que plus vous le laissez passer, il aura une ascendance et la sémantique fera en sorte qu'il va abrutir les téléspectateurs qui sont... Je vous ai dit qu'ils sont trois. Je vais conclure. Non, on n'a pas besoin des trois et je tiens à vous rappeler que je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis journaliste, donc notre raisonnement est politique. C'est l'impression que vous avez. Je suis en train de dire que dans mes récentes sorties, j'ai énoncé le problème anglophone en termes clairs.
sur le plan de la revendication politique, en termes, n'est-ce pas, de reniement, en termes, n'est-ce pas, de relégation de l'élite, de l'establishment, des grandes familles au second plan. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est sur un dialogue républicain. On ne peut pas venir, parce qu'on est fatigué de ces élites, et dire « nous verrons le fédéralisme », alors que la Constitution est claire là-dessus, que nous sommes il y a un certain nombre... J'espère qu'après vous ferez quand même le bilan de la décentralisation auquel vous faites allusion, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'en fait, c'est même la base des problèmes qui sont aujourd'hui posés. Si on veut le fédéralisme aujourd'hui, c'est que la décentralisation que vous proposez au peuple camerounais depuis une vingtaine d'années a un souci, a un problème. Je veux dire, on peut être d'accord là-dessus. Il ne faudrait pas qu'on joue sur les mots, André. André, ne jouons pas sur les mots, mais faisons très attention à ceux qui nous écoutent. Je veux dire, on a beau avoir, et on a beau être partisan, mais on a quand même on a ce droit de rester dans la vérité. Parce qu'il faudrait qu'on se précise, si Patricia est allée jusqu'à Boya, vous imaginez les problèmes sécuritaires qu'elle a pu braver, elle est allée et elle n'a rien eu. Je ne crois pas que M. Biya, qu'on attend plus est à Boya, aura un problème. Vous parlez de quel problème de sécurité où on demande à un monsieur de venir résoudre un problème, de venir écouter. On demande à monsieur Paul Biya de venir dans les régions anglophones écouter. Je dis bien écouter. Et je ne crois pas que quand on vous appelle, c'est pour vous faire du mal. Que non. Et puis, il faudrait bien préciser que... écouter pendant qu'on tue non, vous ne lisez pas dans une boule de cristal. On n'écoute pas dans le désordre, monsieur. On peut condamner tout ça. On ne parle pas dans le désordre. André, on va condamner cette tuerie. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais je n'ai pas suivi ça ici. Nous allons condamner. Je n'ai pas suivi ça ici, monsieur. Mais alors, tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de comprendre que cette tuerie, en réalité, c'est une réponse à un problème. Lorsque vous traduisez c'est une réponse à un problème. Donc, vous soutenez cette tuerie. Non, j'ai dit on peut condamner. Non. Je dis assumez cela. Vous soutenez cette tuerie. Ne dites pas. C'est la réponse à ce problème. Je vous retire la parole à tous les deux. Je pense que vous avez exprimé le fond de votre pensée. On va donner la parole à Célestin Djamène pour savoir. Aujourd'hui, beaucoup d'ONG qui se sont exprimées sur la question anglophone, les entités internationales elles-mêmes qui se sont exprimées sur le problème, il y a une esquisse de solution, de sortie de crise, mais on ne nous parle pas beaucoup de quel type de dialogue il va falloir implémenter à ce niveau. Est-ce que vous avez une idée de la qualité de dialogue qu'il faudrait mettre sur pied? Bien, j'espère d'abord que le temps de parole sera mieux réparti sur ce plateau et que si c'est l'auto-octroi de la parole qui est de mise... C'est moi qui donne la parole et c'est pour ça que je vous la donne. Allez-y. Je crois quand même qu'on n'est pas sur l'assertivité et puis on en a marre des monopoles de parole. Non, allez-y. Vous avez pris 5 secondes et plus même peut-être pour revendiquer. Oui, à la question. Je pense qu'on ne peut pas commencer par définir le type de dialogue que nous voulons. On veut d'abord un dialogue, bien sûr. On ne dialogue pas avec forcément que ses amis, on dialogue aussi avec ses adversaires. Nous avions demandé il y a plus d'un an à M. Paul Biya d'invoquer, de convoquer un dialogue national sur cette question. Parce qu'en vérité, tout à l'heure, je maugréais quand j'entendais M. Meka parler de délégation de pouvoir. Mais on n'est pas dans une opération bancaire, administrative ou diplomatique. Il s'agit d'une question vitale, je dirais même cruciale pour l'unité de la nation. Or, le président de la République, qui est quand même, je le rappelle encore ici, la personne qui a reçu du peuple un mandat, que je mets toujours entre guillemets, doit aller, il ne doit pas déléguer son pouvoir. Il y a des actions qui comptent dans, comment dirais-je, dans l'élection d'un président de la République. Il y a des éléments fondamentaux qu'il doit respecter. Et il doit se déplacer quand il y a une crise. Il s'agit d'une crise sociopolitique, si ce n'est d'une crise politique proprement dit. Donc, il avait le devoir, il n'y a pas le temps du président, il y a le temps du peuple. Le peuple, c'est le mandant. Le président, c'est le mandataire. Mais ce bien locataire d'Etoudi. Il est obligé d'écouter ceux qui l'ont envoyé à Etoudi. Il n'a pas ton temps à prendre, bien sûr. Donc, il avait le devoir, non pas de déléguer, mais d'aller lui-même écouter les populations qui étaient en furie. Aujourd'hui, on a une situation quasiment... Ce bien ne daigne toujours pas aller dans les populations concernées. Au contraire, il fait du chantage, il fait de la menace. Je vais mettre hors d'état de nuit, avec en plus, en sus de cela, l'argent des contribuables camerounais, je vais mettre hors d'état de nuit les populations concernées. Donc c'est totalement inadmissible. Aujourd'hui, la question centrale, c'est quoi? La question centrale, c'est évidemment, je crois que Joël l'a rappelé subsidiairement, en parlant
on va dire, de la question de la décentralisation. Mais je crois que le problème fondamental, je ne parlerai pas d'autonomie des populations anglophones, mais de la question du fédéralisme. Moi, je suis fédéraliste et je l'assume. Mon parti, depuis sa naissance, parle du fédéralisme comme l'une des solutions pouvant apporter de l'assurance pour l'unité de ce pays. Vous pouvez être fédéraliste dans un État qui est décentralisé. Mais je me bats pour le fédéralisme. Bien sûr, je constate qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'État unitaire décentralisé. Je rappelle qu'en 1961, dans les accords de Fumban, il était dit à travers l'article 47 qu'on ne pouvait pas changer la forme de l'État, qui à l'époque était le fédéralisme. Je rappelle quand même à ceux qui nous regardent qu'à l'époque, nous avions 2 États fédérés. Or, on l'a quand même changé. Par ordonnance. La question de la forme, mais peu importe, mais on l'a changé. Non, mais donc, ça veut dire que par ordonnance, contre la volonté du peuple. Oui, on a changé par ordonnance avec une telle facilité aujourd'hui. Je vous en prie, donc, on est bien l'histoire. En 72, M. Aïdjo décide de passer en force, de passer de l'État fédéral à l'État, on va dire, la République unie du Cameroun. Bien sûr, sans consulter ses partenaires de l'époque, en l'occurrence Django Foncha. Donc, le fait est qu'il a changé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État unitaire décentralisé, c'est-à-dire l'article 1 de la Constitution, peut également être changé. Je propose d'ailleurs qu'on jette un regard sur les peuples africains qui sont au fédéralisme et que ça marche. L'Érythrée, l'Éthiopie, le Nigeria, et si on voit ailleurs, l'Allemagne. Imaginez-vous qu'avec... Imaginez-vous, Michel. Vous vivez dans un pays... Imaginez-vous, je ne sais pas s'il vit au Cameroun. Imaginez-vous qu'au Nigeria, avec l'État fédéral, ils sont menacés de sécession. Mais si ça avait été un État centralisé, mais le Biafra serait longtemps déjà un pays, un État complet. Donc aujourd'hui, je pense que le fédéralisme est une solution. Ça ne signifie pas la division, bien au contraire. Je pense que le fédéralisme garantit l'unité nationale, que M. Bien est en train de torpiller. Parce qu'en vérité, il a laissé pourrir la situation. Quel est l'intérêt d'un président à ne pas aller écouter les populations qui sont mécontentes? Ça n'a pas de sens, si ce n'est que d'attendre que le pourrissement soit totalement constitué et qu'il se présente comme un messie venant apporter une solution miracle. Donc ce n'est pas le rôle de sagesse qu'on attend d'un président de la République. Il doit accomplir son devoir. Son devoir, c'est toujours d'aller écouter. C'est le mandat qu'il a reçu, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les partis politiques se sont mis en branle pour lui demander à gauche et à droite d'aller vers ces populations, de les écouter, d'organiser les forums, d'organiser, n'est-ce pas, des dialogues et des constituants. Mais il ne l'a pas fait. Mais que voulez-vous aujourd'hui? On s'est radicalisé, mais il y a un an, ce n'était pas le cas. Moi, je dis simplement que les sécessionnistes, c'est une diversion. Moi je ne mélange pas les sécessionnistes et les anglophones. Je suis sûr que chez les sécessionnistes, il y a les francophones qui luttent aussi à leur côté. Donc, M. Bien veut divertir. La question au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas la sécession. Ils sont ultra minoritaires. La vraie question, c'est le fédéralisme. Il est urgent que nous passions au fédéralisme. Parce qu'en vérité, ces gens-là reprennent du poil de la bête parce que, effectivement, les vrais compatriotes camerounais ont posé la question de la forme de l'État. Merci, donc ils en profitent effectivement pour se soulager l'entour. Je vous remercie. Et dites-nous, on se retrouve dans un État dans lequel on est en guerre, on a les armes qui sont sorties du côté du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des attaques qui sont faites sur les forces de défense. Est-ce que vous pensez qu'on puisse encore faire machine arrière, même si le dialogue prend place? Alors, avec votre permission, je souhaiterais faire entorse à une aberration que non, pas André... du tout. Vous répondez seulement à la question. J'y arrive avant de répondre à la question. C'est tout simplement pour dire que il a repris le chef de son parti pour dire que la forme de l'État est non négociable. Or, dans un État démocratique, c'est une aberration. Vous n'allez pas interdire à un peuple qui estime qu'une forme de l'État est bon pour son développement de ne pas le vouloir. C'est une aberration. Et je me demande bien s'il se rappelle que celui qui avait dit qu'il souhaiterait que le Cameroun retienne que c'est lui qui aura apporté la prospérité et la démocratie au Cameroun. Donc je voudrais juste relever cela pour faire une brèche et dire que, attention, on est en train de faire une entorse à la démocratie parce que si on va à la base de la démocratie, la définition basique qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je crois qu'il revient au peuple le seul et la Constitution prévoit des mécanismes pour permettre à ce peuple de s'exprimer sur la forme de l'État que ce peuple désire. Revenons donc maintenant à votre question.
je ne voudrais pas le dire, mais je suis obligé pourtant de le dire que nous sommes pratiquement en train de toucher le fond dans cette crise. Parce que comme vous le remarquez, les armes sont sorties et ce sont des armes de guerre. Je crois qu'il y a une communication du gouvernement qui dit avoir identifié quelques bases d'entraînement de ces sécessionnistes-là au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et vous avez également vu le ballet diplomatique que le Nigeria a fait il y a de cela. Oui, son envoi de l'émissaire pour rassurer le Cameroun. Et en même temps, vous vous rendez compte que plusieurs fois, plusieurs journaux aussi du Niger constitue une base arrière de ces sécessionnistes. Et je crois savoir que le président de l'État autoproclamé de l'Ambazonie a séjourné et été gardé par des hommes, mais je ne sais pas encore si c'était par des hommes de l'armée nigériane ou pas, mais toujours est-il qu'on a quand même vu des vidéos qui participent de cette propagande, qui, comme vous le savez, en matière de guerre, la communication participe d'au moins 10% dans la stratégie. Et je crois que c'était quand même une réponse forte pour dire au Cameroun, attention, nous on tient toujours le fil et on continue à le tirer. Quant aux armes, jusqu'à présent on attend parce que je crois que la sous-direction de la communication du ministère de la Défense nous a dit avoir interpellé certains et avoir saisi des armes. On attend toujours que soit publiée l'origine de ces armes pour que nous tous ensemble, le peuple, nous sachions exactement quelle est la provenance de ces armes. Mais et toujours est-il que... Oui, et qui les fournit justement en parlant donc, de l'origine. Et je crois également savoir que on nous a dit que c'était des armes qui ne provenaient pas de l'armée camerounaise. Donc on a déjà eu une assurance que ces armes viennent de l'extérieur. Mais maintenant, on souhaiterait avoir une diplomatie un peu plus forte avec le Nigeria quant à la question anglophone, parce que déjà au niveau de Boko Haram, je crois que les différents accords, les différentes réunions tripartites et avec tous les autres partenaires ont permis quand même jusqu'à présent que nous ayons la main, que nous gardions la main selon les informations sur la crise contre Boko Haram. Mais maintenant, le problème avec les sécessionnistes, c'est une autre paire de manches qu'il va falloir maîtriser, pas seulement au problème diplomatique, mais il faudra également multiplier d'autres stratégies d'approche. Et je veux dire, ce que le Commonwealth est venu faire au Cameroun n'est pas nouveau, parce qu'il y a même la société civile à l'intérieur qui essaye d'aller sur le terrain, j'en connais, qui essaye de comprendre, de remonter l'information. Il y a même des acteurs qui proposent leur médiation au sommet de l'État, qui, comme vous le savez, dans sa poursuite d'argent, agenda que le peuple ne maîtrise pas. Donc on espère que cet agenda sera épuisé et enfin on comprendra exactement où est-ce que le régime de Yaoundé est en train de nous mener dans le cadre de cette crise. Très bien. André Luther Meka, il y a quand même quelque chose de paradoxal dans cette affaire, c'est qu'on a une population qui est en train de revendiquer des meilleures conditions de vie, que les routes soient faites, qu'il y ait une meilleure répartition des richesses dans le pays, mais c'est une partie de cette propre population qui est aujourd'hui en train de détruire le peu de richesses qu'elle avait par la guerre. Est-ce que ce n'est pas paradoxal aujourd'hui? Est-ce que les revendications anglophones en elles-mêmes n'ont pas quelque chose de contradictoire? Je pense pas que vous êtes naïf. C'est pas la population. Il y a des mercenaires. Il y a des mercenaires qui sont loués par rapport à ça et qui passent par le Nigeria, c'est connu. Le véritable problème, c'est que penser que la même population est en train de détruire, est en train, n'est-ce pas, de vouloir tout annihiler, c'est une conception fausse, parce qu'il y a des infiltrations et j'ai bien dit une partie de cette population. Et certains sont pratiquement enrôlés. Moi, j'aimerais dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une massification de la demande, parce que si les leaders politiques ont pensé que, n'étant pas inclus suffisamment dans les avantages à Yaoundé, il faudrait créer des micro-États pour devenir des potentats, ça c'est leur problème. Mais ce qui est important, c'est de savoir que la décentralisation est en marche. Déjà avec les Sénats, il y aura bientôt les conseils régionaux. Donc, on ne pourra pas rentrer. Parce qu'il faut que tous ceux qui demandent le fédéralisme, il faut que tous ceux qui demandent le fédéralisme sachent, et le peuple doit savoir que c'est les mêmes acteurs qui, parce qu'ils sont désavantagés au niveau central, veulent rentrer dans les États, les micro-États, pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer le même travail qu'ils ont de dilapidation des ressources. Et il y a même, on va aller dans l'escalade de chantage. À chaque fois qu'il y aura, n'est-ce pas, un véritable problème, vous allez voir un drapeau monter où ils disent qu'ils font la sécession. Donc, c'est des petits pas vers la sécession. Donc, ce que nous pensons, nous qui pensons que le Cameroun doit être uni et indivisible, c'est une accélération de la décentralisation,
dans l'unicité, dans la solidarité de tous les peuples. Et moi, j'aimerais dire ici que la présence du Commonwealth n'est pas étrange, hein, parce que même l'ONU a fait des déclarations. Et bien sûr, vous connaissez très bien que lorsqu'il y a des étrangers, c'est le ballet diplomatique. On aime très bien lorsque les gens arrivent. Vous avez vu tous les, vous avez vu tous les leaders politiques, n'est-ce pas, pouvoir venir parler et se mettre en scène. C'est aussi ça la mise en scène du jeu politique. Mais ce qui est important, c'est que il est important de le dire, les Camerounais veulent la paix. Ce ne sont pas les idées des Camerounais qui font la destruction. C'est les idées des hommes politiques qui voudraient mettre un chantage au pouvoir de Yaoundé pour avoir un certain nombre d'avantages. Et c'est connu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle coloration dans le cadre de cette crise anglophone. Si au départ, les médias parlaient bien de la violence des exactions qui étaient commises sur la population, on a l'impression que la presse est totalement tournée vers autre chose. On parle plus des violences commises sur des forces de défense. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de manipulation dans tout ça? Oh, mais vous savez que c'est la règle du jeu. D'une part. D'autre part, je crois qu'il faut quand même rendre la justice aux médias que, comme nous tous, il s'agit d'êtres humains. Donc on a une mémoire sélective et dans la même situation, on voit ce que l'on veut voir et on ne voit pas ce que l'on veut voir. Le débat qui est en cours actuellement le montre bien. Nous sommes en train de parler des mêmes faits. Monsieur Meka voit les sourires de la secrétaire générale du Commonwealth. Nous voyons par exemple les 7000 personnes qui ont fui leur pays, les villages qui sont devenus des villages fantômes. Donc, on voit ce qu'on veut voir. Et peut-être que, en ce qui concerne les médias, l'attention est focalisée. Peut-être aussi qu'il y a de la manipulation, mais pour nous, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif que nous avons, c'est de préserver l'unicité de ce pays. Nous sommes une communauté. Et je m'adresse particulièrement à M. Meka quand je dis ça. Nous sommes une communauté. Et nous ne parlons pas en disant, vous voyez, ils sont 3. Ils ne sont pas 3, nous sommes 5. Et nous sommes 5 personnes, chacune représentante ou membre d'une partie de la communauté qu'est le Cameroun, avec une expression différente et une opinion différente sur ce qu'il faut. Et effectivement, nous sommes d'accord sur le fait que nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix et en harmonie dans un pays qui enfin retournerait vers la croissance, dépasserait les 54 ans d'expérience de vie à la naissance, aurait un système éducatif qui ne mène pas à 7 millions de personnes en situation de sous-emploi, et je pourrais multiplier les exemples. Nous discutons de la manière dont il faut y arriver. Mais il faut accepter à un moment, quand on a été en charge de prendre les décisions pour le bien-être de la communauté, il faut accepter à un moment de regarder son bilan. Ça fait des années que vous dites ça. Il faut admettre que on ne peut pas, avec l'équipe qui est en charge d'accélérer la décentralisation aujourd'hui, encore aujourd'hui, on ne peut pas accélérer cette décentralisation. Et il faut accepter que, du fait de l'incapacité de cette équipe à faire ce qu'elle avait promis, on en soit aujourd'hui à envisager d'autres manières de gérer cet État. Donc, le fédéralisme est une option. Une dernière prise de parole d'André Luther Meka sur la question avant de passer au sujet suivant. Vous n'allez pas donner la parole. J'ai dit André Luther Meka. Vous avez parlé déjà, vous êtes exprimé sur la question déjà. Pour nous, André Luther Meka, nous vous écoutons. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les hommes politiques ont un rôle à jouer dans la solidarité, dans la paix de ce pays. Et je dis, il faudrait qu'on fasse une scission entre ceux qui veulent la décentralisation et ceux qui veulent le sécessionnisme. Parce qu'en fait, ce qu'on doit donner en rechange à ce peuple, à toutes ces élites qui sont déflattées et qui voudraient, n'est-ce pas, se particulariser vers leur territoire
de filiation de naissance, c'est la décentralisation. Nous sommes d'accord que Madame Doki sera très heureuse du fédéralisme dans le littoral. Autant je serais heureux du fédéralisme dans le sud. Mais ce fédéralisme a des risques de coût, parce qu'effectivement, on a été un pays fédéral. Tous ceux qui ont été à cette époque peuvent vous dire que c'était pas le même contexte. C'était pas le même contexte. On fera des économies sur les 14 000 fonctionnaires fictifs. Heureusement que hier, nous avions le sentiment de la nation, nous avions le sentiment du pays. La nation, le sentiment de pays. Aujourd'hui, la montée du tribalisme est tellement élevée. Il ne monopolise pas la parole, il parle parce que je lui ai donné la parole. Permettez qu'il chute au moins avant de revenir. Tout le monde va parler sur ce plateau. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis que cette émission a commencé. Vous ne pouvez pas non plus l'empêcher de parler. Vous ne pouvez pas parler tout seul, quand même, sur ce plateau. Équitable sur un plateau de télévision. Allez-y, Célestin Djamel. Je vais vous arracher la parole, M. Djamel. C'est moi qui la donne et qui la reprend. Personne d'autre. Le premier, c'est d'abord la question de la paix. La paix n'est pas un slogan politique. Il n'y a pas de paix sans justice. Si les populations du Cameroun ont le sentiment de vivre l'injustice, alors là, l'exigence de la paix devient une nécessité. Mais pas le contraire. On ne va pas exposer la paix comme un slogan politique. Deuxièmement, le fédéralisme. Ce n'est pas la division. On fait croire aux Camerounais que ceux qui revendiquent à juste titre le fédéralisme sont... Mais c'est connu. C'est connu. N'importe quoi. Monsieur Ndjamel, regardez les pays fédéraux. Vous n'êtes pas député ici, pourquoi? L'Allemagne, je vous pose la question, vous n'êtes pas député ici, pourquoi? L'Éthiopie, le Nigeria sont-ils dans la division? Donc arrêtez de sériner n'importe quoi. Je vous ai posé une question, vous n'êtes pas député à la première, pourquoi? Pas de quoi en dessous de la ceinture. On va sortir du sujet. On va sortir du sujet et je vais demander à la réalisation de couper tous les deux micros afin qu'on puisse avancer dans le sujet. Et cette fois-là, on se retrouve sur le deuxième sujet qui est à l'ordre du jour dans cette émission. Il s'agit bien évidemment du don d'ordinateurs promis aux étudiants par le président de la République. On comprend bien que don se retrouve entre guillemets sur ce sujet qui sera bien évidemment affiché. On a pu, après de nombreux mois d'attente, finalement avoir une image de ces ordinateurs-là. Et ces images venaient de qui? Du ministre de l'Enseignement supérieur qui a annoncé cette semaine l'arrivée de 2 contingents de 40 000 ordinateurs chacun. Et à peine sur les réseaux sociaux et dans les médias, on en parle également ce matin pour déjà, à votre niveau, Monsieur Kamtchan, essayer de comprendre ce que ça vous a fait de voir ces ordinateurs présentés par le ministre de l'Enseignement supérieur. Je veux dire, quand c'est le professeur Jacques Famdongo qui est à la manœuvre, ça ne devrait plus nous surprendre. Tout ce qu'il y a autour de ce que vous appelez les fameux dons, parce que quand on dit dons du chef de l'État, ça fait quand même bizarre que le chef de l'État fasse des dons au peuple. Ça n'a aucun sens en réalité. Si on disait des dons de Paul Biya, 75 millions, je me poserais la question de savoir, est-il si riche en 40 ans au sein de l'administration? Lorsque je refeuilletais le classement des salaires des chefs d'État en Afrique, il se pourrait que les ministres touchent plus que le chef de l'État. Et puis, ne perdez pas de vue que les ordinateurs, c'est la première fois en Afrique, ou alors c'est la toute première marque camerounaise d'ordinateurs en Afrique. Vous savez que ce sont les PB. Paul Biya. Voilà. Bon, à un moment donné, on a dit PB comme problème, comme on dit au sous-quartier, et ça cause effectivement des problèmes. Mais on peut s'interroger plus sérieusement sur ce qui est convenu d'appeler les dons d'ordinateurs aux étudiants. C'est d'abord la méthode, c'est la manière, c'est les antécédents. Parce que vous avez dû à peine annoncer ça, créer la polémique, mais il y a une polémique depuis l'annonce que les étudiants vont recevoir. Je crois que ça fait pratiquement 1 an et demi ou 2 ans. Je crois que ça ne fait que on a dû renvoyer et enfin... Si bien qu'on n'y croyait plus. Si bien qu'on ne croyait plus. Et enfin, je crois que l'agenda secret, comme c'est la méthode de gouvernance au Cameroun, a enfin été déroulé pour dire que c'est un cadeau de Noël. Mais je crois que les spécialistes se posent des questions un peu plus sérieuses quant à la qualité et au type de ces ordinateurs. Benjamin, en espérant que sur cet autre sujet, il puisse laisser la possibilité aux autres de parler. Est-ce que vous avez vu ces ordinateurs qui ont été présentés par Jacques Famdongo?
Merci pour l'équité de temps de parole, j'y tiens beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle ordinateur? On ne va pas qualifier le bloc-notes électronique d'ordinateur. Les quoi, vous dites? Le bloc-notes électronique. Ce sont les notebooks, ce ne sont pas les ordinateurs. Je dis qu'une machine qui fait 256 mégas de RAM et 50 gigas de disque dur, qu'on donne aux étudiants, on n'appelle pas ça ordinateur. Je suppose qu'un étudiant a quand même besoin de télécharger des fichiers, de suivre des cours. Donc, il fallait un instrument beaucoup plus efficace en termes de contenance et de stockage. Donc, ça ne peut pas être un ordinateur. Il pourrait s'octroyer des disques durs externes. On ne peut pas s'appuyer sur ce seul argument. Dans ce cas-là, il faut qu'il dépense en période de dons. Il faut donc qu'on donne des machines complètes aux étudiants. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, un ordinateur, pas un cadeau de Noël, pas un gadget. Donc, effectivement, je me suis toujours prononcé contre ce gadget. Effectivement, je crois que monsieur Famdongo avait quand même l'air malin, l'air un peu hébété de présenter ce notebook, cette bloc-notes électronique à la population camerounaise. Je le regrette parce qu'en vérité, quand on dit un don, évidemment, c'est une disposition à titre gratuit. Celui qui reçoit ne paye rien, c'est vrai. Mais de la part de l'auteur de ce don, le président de la République, si c'est M. Biya qui donne 75 milliards, ça veut dire ça confirme qu'il est multimilliardaire. Alors, eu égard à son salaire, comment a-t-il pu épargner pour donner collectivement 75 milliards? Pas de dollars, bien sûr, mais de francs CFA. Restons d'abord sur la qualité des ordinateurs en eux-mêmes. Vous êtes en train de vous plaindre de ce qu'on a offert des notebooks à des étudiants, en précisant bien que les notebooks, c'est des ordinateurs en plus petits et moins performants, mais un étudiant a essentiellement besoin de quoi pour saisir ses cours, pour faire ses recherches? Un notebook, c'est suffisant, non? Ben, écoutez, je pense pas que vous avez des cours par Internet, vous avez des recherches qui durent des temps, des téléchargements qui coûtent beaucoup en termes de gigas, de mégaoctets. Qui peuvent être convertis également pour être stockés facilement. Bien sûr, bien sûr. Donc il fallait une machine un peu plus convenable que cela. En plus, je crois que Joël l'a rappelé, la mission d'un président de la République, d'un homme politique, ce n'est pas de faire des dons. C'est de mettre en place une politique permettant aux jeunes de pouvoir mieux s'armer par rapport à ce dont ils ont besoin. Il n'est pas convenable qu'aujourd'hui, avec les problèmes prioritaires que nous avons dans les universités, je pense notamment aux problèmes de conditions de travail, aux problèmes même de toilettes. Les enseignants ont manifesté il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait absence de toilettes et de bureaux à l'université de Douala. Vous comprenez qu'on a s'acharné à donner aux étudiants les tablettes ou les ordinateurs qui n'ont jamais demandé. Il y a quand même des priorités. Il faut mettre en place une politique pour les jeunes en particulier dans ce pays. Donc je comprends que M. Biya soit en campagne électorale. D'ailleurs pour ça que on n'a pas fabriqué les 500 000 ordinateurs d'un seul coup. On a distribué jusqu'à la prochaine campagne officielle électorale. Ça, c'est le but, pour garder dans l'esprit des gens que M. Biya, le Messie, fait des dons aux étudiants. Donc, le président n'a pas à faire de dons. Le président de la République doit travailler, doit mettre en place un programme pour la jeunesse. Il doit arrimer le système scolaire au système d'entreprise. C'est ce qu'on attend d'un président de la République. Et par ailleurs, je constate simplement qu'aujourd'hui on parle de dons. On sait bien que l'entreprise Situan Télécom, qui a fabriqué ces éléments, l'ont tarifé à 15 000 francs. Alors avec un système de surfacturation qu'on connaît bien du système Biya, on l'a mis à 150 000 francs. Ça veut dire qu'il y a quand même une marge bénéficiaire de 135 000 francs CFA, 135 000 par ordinateur, et ça fait quasiment 75 milliards, et donc ça va dans la poche de qui? Voilà la vraie question. Donc ça, c'était un détournement de fonds publics en plein jour. Monsieur Biya détourne les fonds publics. Pas que c'est à 150 000 francs d'unité, ce n'est pas normal. De plus, on aurait pu parler de transfert des technologies, mettre en place un système. On va revenir sur ce sujet, Célestin Tchabel. On va revenir sur cette question. Et je relance Maître Ndoki sur un autre aspect de la polémique, parce que hormis la qualité, les gens se sont aussi, du moins, ils se sont longuement étalés sur l'argent même qui était issu de ce don-là, puisque c'est une somme d'argent qui a été empruntée à Exim Bank of China par le président de la République et dont la République du Cameroun, puisqu'il engage en ce moment la République. Est-ce qu'on pourra encore parler de dons en ce moment? Alors, ce n'est pas par le président de la République, c'est par l'État camerounais. Et est-ce que l'on peut parler de dons? Dans la mesure, je peux vous dans la mesure où c'est le contribuable lui-même qui... Je peux vous répondre en tant qu'avocat stagiaire. À partir du moment où la personne qui le reçoit ne paye pas, c'est un don. Maintenant, qui fait le don? Effectivement, c'est une question intéressante. Mais fondamentalement, j'ai envie de vous demander pourquoi tout ça c'est important.
Si nous sommes en train de revoir l'actualité de la semaine, je pensais qu'on allait parler du fait que Mohamed Abba a été déclaré innocent des charges retenues contre lui de apologie de terrorisme, je crois, Monsieur Meka, je suis sûr que vous connaissez bien ce dossier aussi, de fabrication, blanchiment de produits de terrorisme. Je pense que ça, c'est une avancée importante. Et je le dis parce que j'espère que l'un des membres de la collégialité nous voit. Je voudrais sincèrement rendre hommage à la Cour d'appel militaire parce que j'ai assisté à cette audience et c'est dans ces rares... En attendant, on est je termine. Et c'est l'une des rares... Enfin, c'est une occasion précieuse de relever la tête et de... Si vous voulez que je fasse une transition, que je parle de cette histoire d'ordinateur, que la justice aura l'occasion de s'exprimer sur cette affaire d'ordinateur et sur les pouvoirs des personnes qui nous ont engagés, nous en tant que contribuables et que peuple dans cette affaire. Je me souviens que la question a été posée à M. Famundongo le 31 décembre 2016. Et j'avais le bonheur d'être sur le plateau et je me souviens de sa réaction. La première était, c'est pas moi qui ai dit qu'on allait fournir des ordinateurs. Aujourd'hui, j'espère qu'il est un peu soulagé de pouvoir au moins en offrir quelques-uns parce que il y en avait 500 000 qu'on attendait. Donc moi, je suis pas forte en calcul, mais là, on est encore quand même très très loin des 500 000. Encore une promesse qui n'aura pas été tenue. Ça pose beaucoup de questions et j'espère, oui, qu'un jour, la justice sera appelée à se prononcer sur cette affaire et sur l'utilisation qui a été faite de notre argent. De cet argent-là. André Luther Meka, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Camerounais sont un peu trop exigeants? Vous qui êtes dans le monde universitaire, vous savez combien un ordinateur peut représenter en qualité d'importance pour un étudiant. Alors qu'on soit en train de donner des ordinateurs à des étudiants, pourquoi toute cette polémique qui va dans tous les sens aujourd'hui? Je vous remercie pour cette lucidité. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des drones d'ordinateur, je suis très à l'aise parce qu'effectivement, le chef de l'État vient d'accomplir là un besoin pressant des étudiants. Et je ne vais pas faire dans le charlatanisme parce que il y a des éminents juristes qui disent ici qu'on détourne les prêts. Je ne sais pas s'il y a de l'argent espèce trébuchante. Je ne sais pas comment on peut détourner un prêt. Donc, je ne sais pas comment le ministre Jacques Famundongo a détourné, n'est-ce pas, un prêt d'État à État. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Est-ce que... Bon, bref, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui cherchent la petite bête. En fait, le Cameroun est très politisé. Hein. Lorsque le chef d'État fait une action extrêmement intéressante, un étudiant, un ordinateur, le véritable problème, c'était un problème de temps. Il fallait qu'effectivement l'ordinateur atteigne la cible en facteur de temps. Je vais vous dire quelque chose. Je me suis intéressé au débat sur la polémique par rapport à l'usine. Vous savez que lorsqu'on crée l'usine, il faut construire l'usine. Il faut, n'est-ce pas, nommer du personnel. Il faut donner les salaires. C'est pareil pour les universités d'ailleurs. S'il vous plaît, il faut donner les salaires. Il faut, n'est-ce pas, donner les voitures de fonction. Et encore, il y a un problème, le risque, le coût du risque que Made in Cameroun soit vendu. Donc, il y a la perte du risque. En cela, je crois que le chef de l'État a simplifié la situation. Il a saisi un prêt au bon en tant qu'un président visionnaire qui voudrait niveler, n'est-ce pas, les étudiants à la high technologie. Il a, n'est-ce pas, donné ces ordinateurs qui vont être un don très intéressant parce que cela va résoudre les problèmes de recherche parce qu'il faut aller dans les cybercafés, il faut faire des reprographies. C'est pas toujours évident, il faut avoir de l'argent. Nous sommes dans la recherche, c'est pas évident. Je crois que pour une fois, le MS et le SDF devaient faire une stand innovation pour le président parce que... Vous êtes en train de nous annoncer qu'en plus des ordinateurs, on va offrir une connexion Internet parce que les étudiants... Parce qu'au-delà de ce package, il y a, n'est-ce pas, 9 centres numériques. Je dis bien 9 centres numériques qui seront construits dans ce package avec les Chinois. Et ne soyez pas surpris que vous serez très isolés parce que les étudiants camerounais vont dire merci au président de la République massivement. D'ailleurs, ils exultent de joie parce qu'actuellement, là où je vous parle, ces ordinateurs sont en train d'être distribués et la prime de l'excellence, qui est un don du chef de l'État, c'est que ça ne se limite pas seulement
au niveau, n'est-ce pas, des universités publiques. Cela va jusqu'aux universités privées et même la prime de l'excellence. Je crois que c'est un président qui se soucie, n'est-ce pas, de la formation de la jeunesse. Moi, je l'ai toujours dit que le président a libéralisé le savoir. Parce qu'un homme ignorant, M. Charles Assal, le Premier ministre, disait qu'un homme ignorant est un homme dangereux et en danger. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de diplômés à l'université, il y a beaucoup d'intelligence. Et j'aimerais vous dire qu'il y a pas seulement ce problème des ordinateurs, il y a, n'est-ce pas, les charges que l'État supporte pour les étudiants, près de 265 000 si mes informations sont bonnes. Le plat de restaurant est de 100 francs, l'État participe à 400 francs. Hein? Je ne vous dirai pas qu'un maître de conférence, un professeur titulaire qui dirige un Camerounais reçoit près d'1 million. Donc, il y a des choses qui sont faites et je crois que cela doit être salué. Et je remercie le président de la République au nom des jeunes de cette action. Et je pense que ce don qui est en train d'être distribué dans les universités privées, va vraiment résoudre le problème du coût de la vie. Je vous remercie, André Luther Meka, et je lance il faut marquer, je vais dire, il faut apporter un bémol. Montrons quand même que Paul Biya, c'est le plus beau, c'est le plus gentil. Il faudrait rappeler aux Camerounais que la Silicon Mountain, qui est logée à Buea, qui devait être l'équivalent de la Silicon Valley en termes du développement du numérique, a été asphyxiée et Paul Biya était au courant. Il n'a rien fait pour ça. Je parle quand les régions anglophones étaient perturbées, où il n'y avait pas Internet pendant 3 mois. Internet sans frontières, Internet sans frontières. Jusqu'à présent, il n'y a pas Internet, je peux en témoigner. Il n'y a le gouvernement actuel et le président actuel font en sorte que les jeunes à qui il veut donner des ordinateurs puissent s'en servir. Attention, c'est la façon. On peut apporter tellement de remarques et d'insuffisances à ce geste qui, de mon point de vue, est davantage politique que de vraiment développer ce numérique. Monsieur n'est pas expert en informatique. Non, la qualité est sur le net et partout. On n'a pas besoin. Nous attendons les experts. Ne faites pas le boulot des autres. Nous attendons. On n'a pas besoin d'un expert pour connaître les caractéristiques d'un ordinateur. Permettez tous les deux que Joël Kamichan chute. Non, allez-y, chutez. Vous n'allez pas demander à chaque famille qui veut acheter un ordinateur d'aller louer les services d'un expert sous le prétexte que les caractéristiques sont visibles et sont sur le net. Tout le monde peut voir. Et je vais dire, le plus petit utilisateur d'Internet peut le savoir. Je parlais de la Silicon Mountain autant que du projet d'incubateur qui a Polytechnique justement pour développer le numérique. On s'attendait à ce que ces deux pôles-là soient renforcés et que les jeunes soient orientés par là pour développer ce côté et non donner des ordinateurs pour attendre encore je ne sais pas combien au prochain mandat si jamais Paul Biya sera candidat, je ne sais pas, en 2025 et qu'on sort, pour promettre encore de nouveaux ordinateurs. Et en même temps, je voudrais vous questionner sur le projet pour perpétuer cette action. On donne à ceux qui sont là actuellement. Les bacheliers de l'an prochain feront comment? Ils n'auront pas des ordinateurs, ceux qui arriveront dans 2 ans. Entre-temps, dans 10 ans, vous aurez pratiquement ceux qui ont reçu. Entre-temps, dans 10 ans, on attend voir ce plan, publier ce plan et que tous les Camerounais se rendent compte qu'il existe effectivement un plan qui permette à chaque étudiant d'avoir un ordinateur. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas de se lever un beau matin et de donner des ordinateurs à 500 000 étudiants. Que chaque étudiant puisse avoir un ordinateur. Pour le moment, non. Dans les campus universitaires à l'heure actuelle. Et vous êtes étudiant et vous ne me démentirez pas. Combien de campus universitaires ont Internet? Vous êtes chercheur, vous êtes enseignant. Combien de campus au Cameroun à l'heure actuelle ont Internet ouvert aux étudiants qui y sont? Est-ce que vous pouvez me dire à peu près? Donc il faut prendre un ordinateur. Donc il faut prendre cet ordinateur, sortir de l'argent de ses poches, aller vers un opérateur, acheter maintenant la connexion. Et maintenant, posons-nous encore la question sur la politique du coût de cet Internet-là. Vous voyez que vous mettez en réalité la charrue avant les bœufs. En termes de priorité, convenez avec moi que c'est pas une priorité. Les laboratoires, qu'en est-il? Il faudra faire des expériences sur des cadavres dans vos ordinateurs. Peut-être c'est ce que vous essayez de me dire, on ne sait jamais. Et puis, il faudrait remarquer que l'étudiant qui est en première année, en termes d'ordinateur, n'a pas le même besoin que celui, par exemple, qui fait des recherches fondamentales ou celui qui en thèse, ainsi de suite. Les besoins varient d'un étudiant à un autre. Et j'attends toujours, et
je voudrais que vous transmettez cela au ministre de l'Enseignement supérieur, qu'on publie le plan qui va nous indiquer à nous autres de savoir que mon enfant qui va aller à l'université dans 10 ans aura un ordinateur comme ceux qui sont là. Parce que dans 10 ans, tous ceux qui auront reçu en 2017 n'y seront plus. Et après, on fait comment? D'accord. Célestin Djamène, vous avez soulevé un problème tout à l'heure qui est un problème quand même qui a fait surface depuis que cette affaire de don d'ordinateur a été dévoilée au peuple camerounais, un problème de transfert de technologie. Il y a que tous ces ordinateurs seront fabriqués entièrement en Chine et acheminés au Cameroun. Comment faire en ce moment pour que les Camerounais, le Cameroun qui est un pays qui tient tant finalement à son développement sur tous les plans, puisse s'arrimer à ce type de technologie-là? Si on ne vient pas, on ne peut pas délocaliser une certaine fabrication, alors même un assemblage d'ordinateurs dans le pays. Voilà, et pour cela, on n'a pas besoin d'usine en tant que telle. Les Camerounais montent chaque jour des ordinateurs qui ont un grand déballage d'usines. Vous savez, un président de la République doit avoir de la hauteur de vue, la vision, la vista, comme disent les Espagnols, et penser d'abord à la création d'emplois. C'est-à-dire qu'allier, n'est-ce pas, l'emploi à la technologie, au transfert de technologie. Je pense qu'il aurait été mieux inspiré de mettre en place une structure camerounaise qui monte des ordinateurs beaucoup moins chers que cela. C'est quand même 75 milliards de dettes qu'on emprunte, qu'on prend sur les générations futures, qui vont subir le remboursement. Et c'est de l'emploi même également. Et c'est de l'emploi qui est perdu. En plus, on livre des chinoiseries, qui d'ailleurs pour beaucoup seront vendues. Beaucoup d'étudiants vont vendre. Qu'est-ce que vous appelez chinoiseries? Ben, c'est des choses sans grande qualité, qui n'ont pas de valeur. Qui n'ont pas de valeur. Oui, mais les produits qui sont destinés à l'Afrique sont des produits de basse qualité, vous le savez. Sachez-le, c'est les produits. En Chine, tout se fabrique en Chine avec les mêmes normes. Les produits fabriqués en Chine pour l'Afrique n'ont pas les mêmes normes que les produits fabriqués en Chine. Qu'est-ce que vous en savez? Aucune norme. La norme joue quel rôle au Cameroun? Elle n'accomplit pas sa mission, puisque les normes ne sont pas respectées. Les produits chinois, par exemple, qui rentrent en Occident, en Europe plus particulièrement, sont normés. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, ça fout le camp. Mais en Afrique, c'est la corruption, tout entre, et c'est du n'importe quoi qui entre. Regardez les chinoiseries qu'on nous vend chaque jour, les jouets électroniques, n'importe quoi, les ordinateurs, c'est des chinoiseries. Vous n'êtes pas obligé de les acheter. Si vous les achetez, ça continue de rentrer. Mais pour le coup, c'est un don, entre guillemets, c'est un don qu'on soumet aux étudiants. Je vous incite soit à les refuser ces notebooks électroniques, soit à les vendre, parce que c'est du pipeau, c'est du pipi de chat, donc ça ne sert strictement à rien. Donc moi je dis et je redis ici que quand on parle de 500 000 ordinateurs, par exemple, y a-t-il seulement 500 000 étudiants au Cameroun? Sur quels critères se baserait-on s'il y a plus de 500 000 étudiants pour distribuer ces 500 000 ordinateurs? Et par ailleurs, je constate que ça a été étalé dans le temps pour l'instant. Comment dirais-je, distillé. Pourquoi on n'aurait pas pu fabriquer les 500 000 d'un seul coup et livrer aux étudiants? Ça n'a pas de sens. Je rappelle aussi qu'effectivement, la question fondamentale, c'est la question de la gestion de l'État. Mais ce bien est simplement en campagne électorale. Cette histoire n'est pas la priorité, comme l'a dit Joël. Aujourd'hui, on voit dans des lycées publics, j'en connais un à côté du lycée d'Aïdo, où les étudiants de Douala sont délocalisés parce qu'il n'y a pas de place à l'université de Douala. Il n'y a pas de salle disponible. Ça, c'est pas une priorité, ça. C'est l'ordinateur qui sera une priorité. Regardez par exemple, les étudiants sont obligés de sortir de Ange-Raphaël, de l'ESSEC, pour aller faire leurs besoins à l'extérieur de l'université parce qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Ça, ce n'est pas une priorité. Voilà des réalités. Les salles sont pléthoriques. Il y a eu des grèves d'enseignants récemment où ils ont étalé, n'est-ce pas, les griefs, effectivement, les revendications qui étaient légitimes d'ailleurs. Donc voilà la priorité. Ce n'est pas la campagne électorale dans les universités, vous comprenez. Donc il est prioritaire aujourd'hui que ce gouvernement comprenne que si on a envie de faire que la jeunesse camerounaise puisse réussir, il faut lui donner les conditions prioritaires d'études, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez les effectifs dans nos amphithéâtres, c'est n'importe quoi. Yaoundé 1, Soa, c'est quasiment, c'est des baraquements, c'est de la construction de matériel provisoire, ça n'a pas de sens. Donc de faire croire aux étudiants qu'on pense à eux, alors qu'en vérité, on ne résout pas fondamentalement le problème. Quand j'entends Lutin Meka dire que M. Biya a libéré le savoir. Oui, peut-être la preuve, c'est qu'on est à 7 de moyenne. Vous savez qu'on passe le bac au Cameroun avec 7 de moyenne aujourd'hui. Mais on a vraiment libéré le savoir. Donc, c'est pour dire, on constate, nous les enseignants. On constate ce qu'on vit. Les résultats du bac sont publiés chaque année, du probatoire. Le niveau a éminemment baissé. Alors, voilà le règne de 35 ans qu'on nous montre comme bilan et qu'on ose dire, ce que monsieur Meka est dans la discipline du parti, dont il fait sa chanson habituelle, sans
Quand on voit aujourd'hui la question de la Libye, où les gens s'exilent, pas par un exil involontaire, mais parce que maintenant ils pensent qu'il n'y a pas de perspective au niveau du Cameroun pour pouvoir trouver un emploi. On forme les gens par exemple en électronique, mais il n'y a pas d'entreprise électronique. On va réduire les gens qui ont un master en électronique à faire de la réparation de radio ou téléviseur. Ça n'a pas de sens, vous comprenez. Donc il n'y a pas de véritable politique. D'autant plus que dans les discours du président, on parle d'économie numérique, de patriotisme économique. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de cohérence dans les idées. Et c'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle il est temps qu'on mette en place un gouvernement SDF qui va changer, n'est-ce pas, la solution au Cameroun, et pour dire aux Camerounais qu'on ne peut plus continuer à faire confiance à 35 ans de règne d'un régime. Ça vous arrangerait plutôt bien qu'on mette sur pied un régime SDF, mais bon, pas ça arrangera les Camerounais. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître au président de la République, maître Michel Ndoki, le mérite d'avoir essayé? Parce qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui au Cameroun qu'il faut bien qu'il commence quelque part, que ce soit par les ordinateurs, par les toilettes ou alors par les amphithéâtres. Le tout, c'est qu'on ait des solutions, non? Mais je crois qu'on lui reconnaît. Vous connaissez un Camerounais qui ne lui reconnaît pas qu'il essaye? Est-ce que la question est de savoir s'il essaye? Pourquoi la question tourne toujours autour du président actuel? Le centre de la conversation, c'est nous. Il faut qu'on s'habitue à ça. Le centre de la conversation, c'est nous. En ce qui concerne les ordinateurs, le centre de la conversation, c'est que devient l'étudiant qui a eu... Est-ce qu'avec un ordinateur, il peut avoir son examen? Combien d'étudiants, monsieur Meka, vous êtes chercheur et vous êtes enseignant, combien d'étudiants arrivent sur le tableau d'affichage pour connaître les résultats de leurs examens et découvrent que leur nom n'est pas sur le tableau et doivent aller au rectorat pendant des mois pour faire ressortir de quelque part leurs notes. Quand ils ont terminé, combien se retrouvent sur le marché du travail sans emploi? Quelle est la proportion de la population qui, avec un diplôme universitaire, trouve un emploi de cadre dans une entreprise dans ce pays? Le centre de la conversation, c'est nous. Et j'espère que ça arrangerait M. N'Djamène de se retrouver enfin, en tant que membre de sa formation politique, en train d'essayer de faire quelque chose d'autre. Parce que ce qui est fait jusqu'ici, on sait ce que ça donne. Il ne s'agit pas de militer pour lui, il s'agit de faire comprendre à nos compatriotes qu'il faut que nous reprenions les rênes de notre pays. Ce pays est dans une situation dans laquelle nous ne pouvons pas l'y laisser et il faut que nous reprenions les rênes de notre pays. Que nous cessions de nous intéresser à des questions qui ne nous intéressent pas, comme celle de savoir qui va recevoir les ordinateurs en premier, en deuxième, quelle est la qualité. De toute manière, nous savons ce que nous pouvons faire de ces ordinateurs. Fondamentalement, nous avons une population à nourrir. Une priorité serait de faire en sorte que nous cessions d'importer plus de 60% de ce que nous mangeons. Et nous n'utilisons pas des ordinateurs pour ça. Nous voudrions voir de vraies campagnes pour valoriser le manioc, l'igname et les autres céréales à la place du riz importé. Nous voudrions voir comme au Sénégal ou au Mali, la production nationale de riz, puisque c'est le riz qui est consommé aujourd'hui, multipliée par 10 en 10 ans. Voilà quel est le centre de la conversation. Et la question qui se pose à nous, dans ces temps de crise, dans ces temps de chagrin, dans ces temps de haine, c'est de savoir comment nous allons faire pour construire cet État-là. Nous ne le dirons jamais assez. Nous ne laisserons pas emporter par des discussions qui ne nous concernent pas. Nous ne nous laisserons pas, mais qu'un pouvoir désespéré qui voit bien que ces privilèges sont bientôt complètement terminés, vont bientôt complètement disparaître, continuer d'essayer de nous persuader que, en fait, c'est eux qui sont importants. Ce qui est important, c'est nous, les 25 millions que nous sommes, et ce que nous allons faire de notre pays. Heureusement, c'est la dernière émission cette année. Ça veut dire, pas parce que nous n'étions pas contents de vous avoir, mais parce que cela signifie que nous sommes à quelques jours de la transition
politique et de la réécriture de l'histoire de ce pays. Et je souhaite que nous soyons nombreux à vivre cette transition. C'est avec vous qu'on a ouvert cette émission, cette édition, la toute dernière de droit de réponse de cette année. C'est avec vous qu'on va la clôturer également. Honneur aux femmes. Nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. On va se retrouver l'année prochaine pour la première de 2018. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous.